le sujet, le thème, c'était de parler, à travers l'affaire DSK, du problème de l'omerta et de la connivence entre les médias et les politiques en France. Oui, vous pouvez peut-être... Même pour des gens qui s'intéressent un peu à la politique et qui suivent ça de près, je dois avouer, par exemple, que le nom de Tristan Banon m'était complètement inconnu. Bon, je savais, parce que j'avais vécu plusieurs années en Asie et qu'on avait déjà vu Strauss-Kahn, donc à l'œuvre quand il était venu en tant que ministre des Finances à un congrès du FMI à Hong Kong en 1998. Et en 3 jours, il avait eu 2 ou 3 problèmes du type, sans aller jusqu'au bout, enfin du type de sommet qu'il a connu là au Sofitel. Donc ça donnait quand même un petit échantillon en 3 jours de ce dont il était capable. Bref, c'était connu de tout le monde, son comportement était connu de tout le monde, mais Tristan Banon, c'était quand même allé beaucoup plus loin, qui avait été interviewé sur le plateau d'Ardisson avec à côté, en voix off, parce qu'on ne le voit pas, Roger Hanin, donc beau-frère de l'ancien président Mitterrand, disant texto, mais si ce gars-là fait ça, il est capable de tout. Donc on a quand même quelqu'un qui est, sans être un hiérarque socialiste, qui par l'histoire du Parti Socialiste a un certain poids au sein du Parti Socialiste, un ancien beau-frère de Mitterrand, bon, Hanin est ce qu'il est, qui dit dans une émission publique, ce gars-là, Strauss-Kahn, s'il fait ça, il est capable de tout, et bien ça n'empêche pas que Strauss-Kahn en question fasse carrière au PS, était en situation d'être investi par ce parti pour devenir président de la République. Bon. Et tout ça a été su de beaucoup de gens, et pourtant, rien ne filtrait, rien ne sortait. Alors immédiatement, ça renvoie aux affaires de Mazarine et à des tas d'autres secrets, plus ou moins bien gardés, de la République. Effectivement, Nicolas Beau, on connaît de nombreux, il aurait pu parler de l'histoire des comptes de Chirac au Japon, etc. etc. On trouvera d'autres occasions. Mais Philippe, avec son agence Mediarating sur Internet, c'est ça dont il nous parlera, finalement creuse un peu le même sillon, à savoir, y a-t-il véritablement d'abord, on peut se poser la question, une connivence, un problème d'omerta, parce que peut-être que dans le fond, c'est une sorte de théorie du complot un peu abattardie, ça ne repose sur aucune réalité, c'est simplement la défense de la vie privée et la crainte des procès en dénonciation calomnieuse ou en diffamation, pas plus. Mais bon, si oui, il y en a-t-il une? Donc pourquoi il y en a une? Quel est son ressort? Quelle est son importance? Y a-t-il plus ou moins d'omerta que par le passé? Quelles sont ses conséquences? Et qu'est-ce que ça révèle de la société française et des rapports entre la classe politique et les médias? Et les conséquences les plus négatives pouvant être naturellement le fait que quand les vices sont masqués et sont tus, eh bien, ils prospèrent, parce que malgré tout, le grand jour, ça a des vertus, et ça peut de plus en plus créer, et ça peut contribuer à l'espèce de fracture qu'on connaît et qu'on ressent tous les jours entre la classe politique et les Français, qui est un peu à l'origine de la montée des mouvements extrémistes. Même si ce n'est pas la seule origine, en tout cas, ça y contribue. Donc c'est un sujet important, c'est pas du people, c'est pas que du fantasme, parce que les affaires quand même ont défrayé la chronique et sont assez nombreuses. Et maintenant, donc, il faut s'interroger sur 1, d'où ça vient, est-ce que c'est réel, 2, d'où ça vient, 3, quelles conséquences ça a, et 4, potentiellement, quelles règles pourrait-on inventer ou ne pas inventer, ou quelle forme de liberté ou de plus grande indépendance on pourrait donner aux médias pour que ce genre de comportement soit plus difficile à se développer, et peut-être en réduisant les sanctions ou en modifiant la jurisprudence sur la question justement de la diffamation. Le candidat porte-parole de Nicolas Sarkozy, David Martino. Premier sondage, 75%. Circulé, il n'y a rien à voir. Tout le monde me disait, Philippe, tu vas être encore ridicule. À l'époque, je n'avais pas encore gagné l'affaire Alboura dont je parlais tout à l'heure. Donc on m'avait dit, tu as déjà été ridicule sur l'affaire Alboura, tu seras encore ridicule. Là, on ne peut pas gagner contre le porte-parole de Sarkozy 6 mois après son élection à Milan. Et en fin de compte, ce dont je me suis aperçu, c'est que dans un territoire limité, c'est-à-dire 60 000 personnes à Neuilly, 40 000 électeurs à toucher, on peut battre les médias. Ça veut dire que les gens ont un bon sens, les gens comprennent, et les gens voient la sincérité. Et donc on a pu véritablement toucher les gens, aller à leur contact, et on a gagné cette élection, qui était une élection donc, j'allais dire, au départ contre le système, mais ensuite, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui en fin de compte est aussi ridicule dans l'autre sens, c'est que les médias étaient tellement contents de voir un petit Tintin
ou un petit pardon, Astérix qui se battait contre le grand, que les médias se sont tous mis derrière nous et ont fait globalement notre campagne. On est devenus les chouchous des médias. Et je dois dire une chose, c'est que depuis 3 ans qu'on a été élu, je n'ai jamais vu un article critique de Jean-Christophe Fromentin de maire de Neuilly. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est donc celui qui a challengé Nicolas Sarkozy, et donc il a gagné. Et maintenant, il y a autre chose, c'est donc il profite donc, et nous profitons, parce que j'en fais partie de l'équipe, nous profitons, je dirais, du désamour des médias vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, mais maintenant on a un autre truc qui est quand même assez incroyable, c'est le fonctionnement des médias locaux. Les médias locaux, ce ne sont pas des médias, ce sont des porte-paroles de l'élu local. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que s'ils veulent avoir accès à l'information du maire, ils ont plutôt intérêt à être gentils avec lui. S'ils veulent aussi quelquefois bénéficier d'informations que eux-mêmes pourraient diffuser dans les médias de la mairie, sur le site de la mairie, ils ont plutôt intérêt aussi à être gentils avec le maire. Donc ça fait qu'en gros, il n'y a pas d'information. Si cette fenêtre, il faut peut-être fermer. Non, c'est là, mais... Même pas, je vous le dis très sincèrement, je suis très gêné quand je lis la presse locale de voir ce côté Corée du Nord où le grand maire de Neuilly réussit tout ce qu'il fait et tout ce qu'il entreprend. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, pour ce qui concerne Nicolas Sarkozy, pour ce qui concerne Dominique Strauss-Kahn, pour ce qui concerne Dominique Strauss-Kahn, alors là, c'est quelque chose d'incroyable. C'est que, et je peux vous lire le texto. Que ma femme m'a envoyé. Moi, j'ai vécu une expérience. Le Strauss-Kahn, je ne l'ai pas vécu comme tout le monde. Je l'ai vécu dans un avion. C'est-à-dire que j'ai décollé des États-Unis. J'étais aux États-Unis à Los Angeles. J'étais à Los Angeles le 14 au soir. Et j'ai donc atterri le 15 en fin d'après-midi. Et j'ai donc reçu un texto de ma femme ce jour-là qui me disait, et je vous dis, voilà, parce que moi je débarque à Paris, donc imaginez dimanche après-midi quand vous le savez tous, je débarque à 17h et je vois DSK débarquer de l'avion par la police de New York City avant de décoller pour Paris cette nuit. Encore une fois, c'est toi qui avais raison, ils l'ont tué avant même qu'il ait pu poser le pied sur le sol français. Voilà. Et donc je l'appelle, je dis, c'est quoi cette histoire? Et donc, je connaissais comme plus ou moins toute personne qui a fait un peu de politique, qui était dans l'environnement média politique, les travers de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, tout le monde savait qu'il avait un comportement inadéquat avec les femmes. C'est pas moi qui vais vous faire des leçons au comportement avec les femmes. Je me suis marié à 36 ans, je veux dire, j'ai fait plein de choses avant. On peut tous faire ce qu'on veut, mais, et même après pour certains, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est qu'on savait tous qu'il avait un comportement de harcèlement et qui parfois allait jusqu'à, je dirais, l'enfermement de certaines personnes. Okay, et c'est pas Tristan Banon, par Tristan Banon je l'ai appris, mais c'est par d'autres personnes qui m'ont raconté cette expérience à Sarcelles et ailleurs. Pour autant, personne n'en parlait. Et moi je disais donc à ma femme, et je lui disais, tu sais, en fin de compte, ils l'auront avant, mais je pense que cette histoire de la chute de Dominique Strauss-Kahn, à ce moment-là, n'arrange en aucun cas Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy avait besoin d'un candidat aussi, je dirais, fragile que Dominique Strauss-Kahn, parce que Dominique Strauss-Kahn, on l'attrape par l'épaule au mois de juin 2012, au moment où il a été désigné au premier fait, dis-moi, la Banon, hein, t'es mal hein, si le dossier sort, ou l'affaire en Asie, ou l'affaire machin, il ne sait même pas autant d'affaires comme ça. Et donc c'est un candidat faible, qui aurait été, s'il avait été atomisé en février ou en janvier 2012, je peux vous dire que là, le PS ne se relevait absolument pas. Alors que là, moi, je vous fais une annonce claire aujourd'hui, et comme on est filmé, et que vous serez au moins une grande partie de ce public à me le rappeler si je me trompe, je vous certifie que Nicolas Sarkozy ne sera pas élu en 2012. Voilà. Je vous le dis, sans aucun doute, Nicolas Sarkozy ne sera pas élu en 2012. Ça peut vous paraître étrange? Non. Je vous dis, Nicolas Sarkozy ne sera pas élu en 2012, pas parce que les gens voteront à gauche, mais parce que tous les gens qui sont insatisfaits de son comportement dans ces 4 dernières années, donc on en arrivera à 5 ans, se diront, ben moi ok, bon, ce dimanche-là il fait peut-être trop beau, je suis peut-être encore en vacances, j'irai pas me battre pour aller voter pour ce monsieur-là. Donc je pense que la gauche gagnera par défaut, parce que Nicolas Sarkozy a eu un comportement pendant toutes ces années. Il n'a pas démérité en tout, mais il y a beaucoup de gens qui se sont sentis trahis par lui. Et donc Ségolène Royal, qui est probablement la plus mauvaise candidate socialiste qu'on pouvait lui opposer en 2007, okay, a fait quand même 47% des voix, il n'a fait que 53% des voix. Donc dans ces 6% d'écart, il y en a beaucoup qui ont été déçus.
Et puis on peut imaginer que les socialistes trouveront une candidate ou un candidat un tout petit peu moins faible. Et en plus, Nicolas Sarkozy, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui sont allés voter en ayant un espoir, en disant voilà, il va réussir certaines choses. Donc voilà, je vous dis pourquoi aujourd'hui Nicolas Sarkozy, pour moi, n'a aucune chance de gagner 2012. Mais pour revenir sur Dominique Strauss-Kahn, donc on a affaire à une, j'ai envie de dire, une forme de mafia politico-médiatique qui s'est tue. Tout le monde savait, personne n'en parle. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est que je vois que tous les soutiens de Dominique Strauss-Kahn, tous les plus bruyants, que ce soit des Badinter, que ce soit des Jack Lang ou autres, tous ces gens-là ont été contre moi dans l'affaire Aldoura. Et donc maintenant, je vais vous parler de l'affaire Aldoura pour que vous compreniez un petit peu ce que j'ai vécu, ce que je continue à vivre, mais ça fait quand même quelques temps que je respire beaucoup mieux. Moi, en septembre 2000, je suis dans les affaires, et donc, moi, il faut savoir que j'ai fait moi, j'ai 45 ans, j'ai fait toute ma carrière dans la finance. J'ai arrêté de faire de la finance quand j'ai eu à peu près 30 ans. J'ai fait d'autres choses. Et en 2002, j'ai pris un petit déjeuner avec Nicolas Sarkozy, avec d'autres personnes, et il m'a sorti tout et n'importe quoi sur le Proche-Orient. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais face à moi, en gros, ou bien quelqu'un de pas très éduqué qui avait lu Le Monde pendant un mois et qui s'était ingurgité de la propagande du monde, ou quelqu'un qui avait fait un stage au Quai d'Orsay. C'est-à-dire toutes les idées les plus simplistes sur le Proche-Orient, il me les a sorties. Et comme on s'est un peu fruité, je lui dis mais attendez, ça va pas du tout. Vous pouvez pas dire ça si vous avez envie d'être ministre, plus encore, et éventuellement président, puisqu'il en parlait déjà. Vous ne pouvez pas dire, il m'a dit si vous n'êtes pas d'accord avec moi, présentez-vous à ma place. Donc ça c'était mars 2002, d'accord. Avril 2002, je découvre, grâce au travail de certaines autres personnes, l'affaire Aldoura. Non, pas du tout. Je découvre grâce à un documentaire allemand de la télévision allemande ARD, le fait que, d'abord, premièrement, le travail de cette chaîne nous a permis de découvrir que les Israéliens ne pouvaient pas être responsables de la mort de cet enfant. Vous savez, donc l'affaire Aldoura, pour ceux qui l'oublient, qui ne voient pas exactement, c'est le petit enfant palestinien qui aurait été tué au début de la seconde intifada par l'armée israélienne, reportage diffusé par France 2 et commenté par Charles Anderlin. Les Israéliens ont ciblé cet enfant, ont visé sur cet enfant, l'ont assassiné en ayant tiré sur lui pendant 45 minutes. Le père et l'enfant auraient reçu à eux deux 15 balles, après 45 minutes de tir, et le père serait grièvement blessé de 12 balles d'armes de guerre et l'enfant serait mort. Avec le temps, on s'est aperçu finalement que non seulement, comme le disait le reportage allemand, le père et l'enfant n'avaient pas été touchés par les soldats israéliens, mais ils n'ont pas été touchés du tout. C'est une pure et simple mise en scène. On a pu démontrer que le reportage était une pure et simple mise en scène. Quand j'ai vu ça, je suis allé voir certains copains de France 2 pour leur dire mais attendez, ça marche pas. Et là, je me suis fait envoyer promener. Je suis allé voir des gens de TF1, je me suis fait envoyer promener. Je suis allé voir Charles Villeneuve à l'époque. Rien du tout, il ne voulait pas rien entendre. Et donc j'ai compris, en gros, que cette affaire ne sortirait pas naturellement et spontanément. J'ai aussi vu des copains d'Aptis, j'ai vu tout le monde. Personne ne voulait parler de cette affaire. Donc en 2004, voyant que toutes les portes étaient fermées, que les médias faisaient bloc autour de France 2, je m'étais dit quand même la concurrence va vouloir dénoncer la mise en scène de France 2, bien évidemment que non, puisque si TF1 dénonce la mise en scène de France 2, qu'est-ce qui se passe? France 2 va dénoncer les bidonnages de Charles Villeneuve sur TF1, ou les bidonnages de M6 sur Enquête Exclusive, tout ce que vous pouvez imaginer, donc résultat, tout le monde se tient par la barbichette dans les médias. Et donc je me dis, le seul moyen c'est d'engager un débat avec eux, puisqu'ils ne veulent même pas en parler. Je suis traité en gros comme un révisionniste, on ne parle pas aux révisionnistes, et donc je les accuse clairement d'avoir diffusé une mise en scène. Où je le fais dans un site qui s'appelle Media Ratings, que j'avais créé en juin 2004, qui avait pour but d'analyser les dysfonctionnements de tous les médias. On avait créé une méthode qui s'appelait la méthode filtre. On l'avait créée avec donc des grands critères. Filtre, qui est l'acronyme de précision, P, H de homogénéité, I indépendance, L liberté, T transparence, R responsabilité et E exhaustivité. C'était des grands critères avec des sous-critères qui nous permettaient d'analyser les médias sur tous les sujets. J'ai parlé de plusieurs sujets, de l'économie française, de la politique internationale, même de la presse people, pour montrer qu'en fin de compte, tous les médias disaient plus ou moins n'importe quoi à un moment donné, et qu'il y avait des dysfonctionnements médiatiques. Et là, miraculeusement, à la première semaine, j'ai commencé à être interviewé, à avoir des éditoriaux dans les médias qui s'intéressaient aux médias qui parlaient de moi. J'ai été interviewé sur LCI, j'ai été interviewé partout. Donc je commençais à devenir
un petit critique des médias intéressant. Mais là, 6 mois plus tard, je me mets à parler de l'affaire Albois. Alors là, toutes les portes se ferment, plus une invitation média. France 2 et Charles Anderlin m'attaquent en diffamation, et là, on rentre en guerre. Le procès a lieu en septembre 2006. Je montre au procès des images. Le procureur de la République dit « Philippe Carsanti a prouvé que c'était une mise en scène, il a apporté des preuves convaincantes et suffisantes, il doit donc être relaxé. » Mais là, chose incroyable, France 2 ne produit aucune image pour lutter contre ce que je présente, mais des témoignages grotesques, mais aussi surtout une lettre de Jacques Chirac qui dit que Charles Anderlin est un très grand journaliste, très respectable, tout à fait crédible. Et à ce moment-là, un mois plus tard, je suis condamné en diffamation. Voilà, c'est un effondrement absolu. Je fais appel, et là, les juges en appel un an plus tard disent à France 2, mais attendez, vous nous dites depuis tant d'années que vous avez 27 minutes de rush, c'est-à-dire les images qui prouvent que l'enfant a bien effectivement été tué par l'armée israélienne, vous avez même l'agonie de l'enfant. Présentez-nous ces images. Très bien. Donc, le procès s'interrompt. France 2, au lieu d'apporter les 27 minutes de rush qu'il prétendait détenir depuis 7 ans, n'en apporte que 18 minutes. Donc déjà, ils effacent 9 minutes qui sont probablement les plus embêtantes pour eux. Dans ces 18 minutes, il y a 17 minutes d'images sans intérêt, avec des gens qui parlent à la caméra, des gens qui font des fausses scènes de guerre. Mais il y a aussi ensuite les 57 minutes, les 50 secondes de la scène de France 2, plus les 10 secondes qui montrent l'enfant, une fois qu'il est mort, lever son coude, tourner la tête en direction du caméraman et baisser le coude. Et surtout, 3 secondes encore plus incroyables. La seconde suivante, une fois que l'enfant a levé le coude et baissé le coude, le caméraman coupe sa caméra, réouvre sa caméra, et là, le père et l'enfant ne sont plus derrière l'endroit où le mur où ils étaient. Le mur, qui est censé avoir reçu des balles, puisqu'ils sont censés avoir été criblés par 15 balles d'armes de guerre qui ont transpercé leur corps. Il n'y a pas un impact de balles sur les 15 balles, sur l'endroit où étaient les 15 balles, et il n'y a pas une goutte de sang. Bien évidemment, il n'y avait pas sur les vêtements du père et de l'enfant sur leur corps, mais pas non plus sur le mur. Donc, c'est grotesque. Là, les juges disent, vous vous foutez du monde. 3 mois plus tard, on a le procès, avec 7 heures de plaidoirie. Moi, je viens avec Patrick Maisonneuve et Delphine Meillet pour plaider en ma faveur, et France 2 vient avec Francis Piner. Francis Piner m'accuse d'être le croisement aigri de Thierry Messant, celui qui nie les attentats du 11 septembre, et Robert Faurisson, le négationniste. Heureusement, 3 mois plus tard, les juges, avec un peu d'intelligence, et même beaucoup d'intelligence, et surtout énormément de courage, disent non, Carsanti n'est pas coupable de diffamation, il a le droit de dire ce qu'il dit, il est de bonne foi, mais la bonne foi en droit, ce n'est pas juste bah, t'es de bonne foi, tu as le droit de dire ce que tu veux, non, c'est tous les arguments qui me permettent de dire que c'est une mise en scène, et les juges apportent des accusations extrêmement graves à France 2 contre Charles Anderlin, contre son caméraman, et contre la chaîne elle-même, et contre Arlette Chabot aussi. Un mois avant le rendu de ce jugement, Canal+ fait un documentaire de 52 minutes pour me lyncher. Ils font en gros la moitié de 26 minutes sur les attentats du 11 septembre pour dire qu'il y a des négationnistes qui disent que c'est faux. Et il y a Carsanti qui mène une croisade complètement folle pour me mettre en miroir. En gros, il y a des extrémistes antisémites aux États-Unis qui disent que c'est le Mossad qui a fait les attentats du 11 septembre. Et il y a des extrémistes juifs en France qui disent que la mort du petit Mohamed est un faux. Donc ce reportage est abject. Ça a bien évidemment pour objectif de peser sur le cours de la justice, puisqu'ils auraient très bien pu attendre le mois de mai qui arrivait juste derrière, ils l'ont diffusé un mois avant, donc vraiment pour influencer les juges. Et donc ce reportage était tellement abject que j'ai déposé plainte contre Canal+, alors sachant que ma tendance très libérale est plutôt de laisser tout passer, parce que je suis contre les lois Guesso, je suis contre tout un tas de lois, toutes les lois mémorielles, je pense qu'il faut laisser le débat. Mais là, c'était trop abject, et je sentais vraiment les accusations incroyables contre moi. Et j'ai gagné, Canal+ a été condamné en diffamation au mois de juin dernier, donc j'ai gagné contre France 2 en défense, j'ai gagné contre Canal+ en attaque. France 2 s'est pourvu en cassation dans le dossier Aldoura. Ça fait plus de 3 ans qu'on attend le rendu de la Cour de cassation. La Cour de cassation ne rend toujours pas son arrêt. Je sais que Charles Anderlin colporte le bruit partout que c'est moi qui fais les obstacles de procédure pour empêcher la Cour de cassation de rendre son jugement. C'est rigoureusement faux. Le dossier est consultable à la Cour de cassation. Simplement, il y a beaucoup de pression politique. La juge qui a rendu, la juge Laurence Trébuc, qui a rendu l'arrêt de la Cour d'appel et qui m'a donné raison,
a dit un truc assez intéressant dans un cocktail un petit peu arrosé. Elle a dit, vous savez, on a essayé de faire pression sur moi, j'ai tout eu, j'ai eu des ministres, des journalistes, pour ne pas que je relaxe Philippe Kersenty. Elle a dit, mais moi je m'en foutais parce que j'avais ma retraite dans 2-3 mois, donc il ne pouvait plus rien m'arriver, il ne pouvait plus faire pression sur moi. Donc j'ai eu la chance ce jour-là d'avoir une juge sur qui on ne pouvait plus faire pression. Une fois que j'ai gagné mon procès, donc, pétition du Nouvel Observateur, 800 journalistes signent une pétition pour dire que je suis donc encore une fois un négationniste et que Charles Vanderlyn est le plus grand d'entre eux. Derrière cela, Nicolas Sarkozy fait remettre la Légion d'honneur à Charles Vanderlyn. Derrière cela, Pierre-André Taguieff sort un livre qui s'appelle « La nouvelle propagande anti-juive » dans lequel il parle pendant 100 pages de l'affaire Alboura. Pierre-André Taguieff, philosophe, sociologue, non-juif, a tous ces livres qui ont été repris dans les médias, à la télévision, à la radio. Pour autant, ce livre-là a été boycotté par 100% des médias. Pas un seul média français n'a parlé du livre de Pierre-André Taguieff. C'est quand même absolument incroyable. Derrière cela, chose intéressante, Robert Ménard, qui n'est pas considéré comme un extrémiste pro-israélien et qui avait même signé la pétition de l'affaire Alboura pour Charles Vanderlyn, quelqu'un lui dit, Jean Robin de Enquête et Débat lui dit, vous savez, dans l'affaire Alboura, c'est Kersenty qui a raison. Ménard lui dit, j'aimerais bien voir ça. Pas de problème, il me donne ses coordonnées, je vais voir Ménard. Et là, Ménard s'arrache le peu de cheveux qui lui reste comme moi. Et il se dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable, Charles se fout de notre gueule. Il appelle sa femme, je lui montre, il dit, oui, c'est une mise en scène. Il le voit, et donc il m'interviewe. Il fait une interview, et là, chose absolument incroyable, qu'il raconte derrière dans une interview de Jean Robin, il dit, 2 jours plus tard, je reçois un appel de Charles Vanderlyn. Il faut savoir qu'il m'interviewe sur un petit enregistreur, derrière le temps qu'il le transcrive et tout ça, donc ça passe 6 mois plus tard dans son magazine. Et là, il reçoit un appel de Charles Vanderlyn qui lui dit, j'ai appris que tu as interviewé Kersenty, on n'a pas le droit d'interviewer Kersenty. Alors il dit, mais attends, je ne sais même pas ce qu'il y a dans l'interview de Kersenty. Je sais pas, c'est encore dans l'enregistreur. Non, mais peu importe, on n'a pas le droit d'interroger Philippe Kersenty. Attends, de quoi tu me parles? J'ai vu ces documents, j'ai pas vu, je ne sais même pas ce qu'il dit dedans. Il dit, non mais attention, si tu commences à publier quoi que ce soit, on s'occupera de toi. Il raccroche. Et là, il reçoit une avalanche d'appels de confrères, entre guillemets, journalistes qui lui disent, on n'a pas le droit d'interroger Kersenty, on n'a pas le droit, etc. Et donc là, Ménard, qu'on le veuille ou non, a été très courageux. Dans le magazine Média, qui est sorti en septembre dernier, m'a offert une interview de 5 pages, dans lequel il m'a laissé placer tout ce que je voulais. Bien évidemment, il a reçu toutes les menaces possibles et imaginables d'attaques en diffamation. France 2 n'a pas attaqué en diffamation. De la même façon, la télévision publique allemande a fait un deuxième documentaire une fois que j'ai gagné mon procès, 1 an plus tard, qui me soutient là complètement à 100% pour dire que c'est une mise en scène. Et là, encore une fois, France 2 a menacé d'attaquer en diffamation. Et France 2 n'a pas attaqué en diffamation parce qu'ils ne peuvent pas attaquer en diffamation. Voilà ce qui est passé. Charles Vanderlyn a publié un livre en octobre 2010, donc 10 ans après les faits, qui s'appelle « Un enfant est mort ». C'est un livre de 200 pages, où si on enlève les pages de garde et les pages de fin, il y a 180 pages. Sur ces 180 pages, mon nom est cité 121 fois. Il faut construire Kersenty. Mais donc, en revanche, donc, ce livre est un tissu de mensonges, il n'y a absolument rien. Il raconte ses émotions, mais il ne donne aucun élément. Il faut savoir que dans ces 10 années de combat, nous, on a apporté plus de 100 preuves de la mise en scène. Là, je vous ai donné les plus grotesques. Hein. L'absence de sang, l'enfant qui lève le coude. 100 preuves de la mise en scène. Pour leur part, France 2 ils n'ont jamais apporté une seule contre-preuve. Alors que, si on regarde clairement, ce sont eux les accusateurs. Ce sont eux qui accusent l'État d'Israël d'avoir tué un enfant intentionnellement. Alors, donc ce livre, je n'ai pas attaqué en diffamation parce que je pense que ça ne le mérite pas. Et je pense que stratégiquement, ce n'est pas bon. J'ai toujours voulu être en défense face à Charles Vanderlyn parce que lui, c'est toujours victimisé, alors que c'est moi qui suis attaqué par lui. Maintenant, je sais qu'on va gagner un jour ou l'autre. Je sais qu'on obtiendra un objectif final qui est que France 2 dise que c'est une pure et simple mise en scène un jour à 20h. Rémi Flimelin, nouveau président de France Télévisions, lors de son audition au Sénat, a été interrogé par un sénateur, Jean-Pierre Plancade, un sénateur de gauche, sénateur de Toulouse, qui l'a interrogé sur l'affaire Alboura en lui remettant le livre de Taguieff et en lui remettant le DVD des images de la RD. Et Flimelin a dit oui, je regarderai le dossier. Et finalement, 1 an plus tard, il n'a toujours rien fait. Il a reçu le président du CRIF récemment à qui il a dit je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je
peux vous dire pourquoi tout ça. Parce que la vraie connivence, elle reste encore médias et politique. Il y a 6 ans, quand j'ai saisi le CSA sur l'affaire Aldoura, il y a un monsieur qui s'appelle Camille Pascal, qui était le directeur de cabinet de Dominique Baudis. Et Camille Pascal a enterré le dossier Aldoura et a commencé à devenir très désagréable avec moi au téléphone. Et à un moment donné, la conversation est devenue tellement désagréable que j'ai pris un téléphone portable que j'avais à côté de moi et j'ai enregistré la conversation. Et Camille Pascal m'a dit « Monsieur, vous appartenez au service secret israélien, ce qui est votre droit le plus absolu. » J'ai dit « Pardon, vous pouvez répéter ?»« Oui, monsieur, vous appartenez au service secret israélien et c'est votre droit le plus absolu. » Je l'ai sur mon téléphone. Si vous voulez l'entendre, ça dure 20 secondes, je peux vous faire entendre. Vous voulez l'entendre? Vous faire entendre? Regardez bien. Pardon. Voilà, donc vous appartenez au service secret israélien, c'est votre droit, il le répète 2 fois. Donc ce monsieur qui était directeur de cabinet de Dominique Baudis au CSA, qu'est-ce qu'il fait quand il finit son job au CSA? Contre l'avis de la déontologie de la fonction publique, il passe secrétaire général de France Télévisions. Et qu'est-ce qu'il fait pendant 5 ans sous la présidence Carolis, alors qu'il a donc saboté le travail, la vérité de l'affaire Aldoura au CSA? Il s'occupe donc de saboter la révélation de la vérité dans l'affaire Aldoura et de gérer le procès. Que fait ce monsieur une fois que Patrick de Carolis n'est plus là et que Rémi Filin se sépare de ses services? Il fait 3 mois au placard et là, chose exceptionnelle, Nicolas Sarkozy l'embauche le 3 janvier 2011 et il est conseiller audiovisuel à l'Élysée pour Nicolas Sarkozy et co-rédacteur de ses discours avec Henri Guénaud. Alors là, je vais vous raconter un truc. C'est pour vous dire, quand on parle de la connivence médias, politique, fonction publique, c'est hallucinant. Richard Prasquier, président du CRIF, très courageux, lors du dîner du CRIF, demande à Nicolas Sarkozy dans son discours la vérité sur l'affaire Aldoura. Alors il faut que vous sachiez un truc, dans la démocratie française, qui est quand même un état assez hallucinant, le président du CRIF n'a pas le droit de prononcer son discours sans l'avoir envoyé préalablement au président de la République pour qu'il lui prépare un discours en réponse, pour ne pas que le discours du président de la République soit pris au dépourvu. Le président de la République, donc, a son discours, dont une grande partie est rédigée par Camille Pascal, l'enterreur de l'affaire Aldoura. Premier mot de Nicolas Sarkozy, bien évidemment, je ne répondrai pas en détail à tous les points que vous avez soulevés. Ça me donne déjà dire, affaire Aldoura, tu peux te brosser mon gars. Deuxième point, il part sur un éloge incroyable de France Télévisions, oui, la chaîne qui parle tant de la Shoah, etc. Et ça, c'est donc le travail de Camille Pascal. Donc voilà ce à quoi je me heurte actuellement. Je me heurte à un truc de fou, qui est cette connivence médias, fonction publique et politique pour couvrir cette affaire-là, qui n'est pas une affaire juive, qui n'est pas une affaire israélienne, mais qui est une affaire de la démocratie française, et qui vous révèle absolument l'état de délabrement de la société française et la petite Corée du Nord dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'une affaire aussi grave, qui a déclenché la seconde intifada, qui a justifié l'assassinat l'égorgement de Daniel Pearl, qui a été utilisé par Ben Laden dans l'année qui a précédé le 11 septembre pour inciter à la haine contre l'Occident dans ses clips de recrutement, qui a été utilisé dans tous les pays arabes pour faire des timbres, des monuments, des rues. Voilà, cette affaire-là qui a été fabriquée en France, qui est connue probablement de très nombreux pays du monde, je veux dire en Inde, en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout. Mais en France, elle n'est pas connue parce qu'on a une clique qui se protège et qui fait que la vérité ne passe pas. Alors, le dernier épisode, et pour ceux qui ne sont pas croyants, ça va vous donner quand même une expérience quand même assez incroyable. J'étais en mai dernier à Los Angeles et j'étais avec le père de Daniel Pearl, Judea Pearl. Et il y a 7 ans, j'ai fait le serment à Judea Pearl, le père de Daniel Pearl, que j'obtiendrai la vérité de l'affaire Aldoura, au moins pour la mémoire de son fils. Et je lui dis, tu sais, dans 3 jours, je vais voir Nicolas Sarkozy à Neuilly, puisque en tant qu'élu de Neuilly, je sais quand il vient inaugurer des places, des choses comme ça, ou venir fleurir les tombes. Et on nous avait prévenu, on savait que j'avais une cérémonie avec Nicolas Sarkozy. Et je lui dis, je vais voir Nicolas Sarkozy, est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Et il me dit 2 phrases.
j'atterris à Paris ce fameux 15 mai, là où j'ai mon texto de ma femme quand l'affaire Strauss-Kahn, et je lui envoie un mail au père de Pearl et je lui dis ah, en fin de compte, ce que je vais lui dire quand je vais le croiser n'a aucun intérêt. J'aimerais bien que tu m'envoies 3 lignes que j'imprimerai. Comme tu m'as donné ta carte pour lui remettre, je l'agraferai au papier et je la lui donnerai avec ma carte. Il m'envoie son mail et son mail c'est en gros: Monsieur le Président, pas un jour ne passe sans que j'entende la voix de mon fils qui me dit quand le président Sarkozy va-t-il enfin révéler ce mensonge antisémite de l'affaire Almoura qui m'a ôté la vie? Rejoindra-t-il les rangs d'Émile Zola ou bien sera-t-il cette affaire restera-t-elle une tâche honteuse pour les médias français? Nicolas Sarkozy arrive. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand Nicolas Sarkozy arrive, tous les élus se battent pour serrer la main de Nicolas Sarkozy, tout ça, c'est un petit peu comme tous les crétins. Et moi, j'avais vraiment envie de lui donner ce papier. Donc j'avais ce papier, et donc je me retrouve relégué au fin fond du truc. Et à ce moment-là, Nicolas Sarkozy me tend la main, je lui tends la main, et je lui donne le papier et je lui parle. Très bien, il part. Je rentre chez moi le soir, je regarde le JT, tout est consacré à Dominique Strauss-Kahn. Je tourne la tête. Et à ce moment-là, j'entends ma femme qui hurle « T'es à la télé, t'es à la télé !» Qu'est-ce qui s'était passé? France 2, ce jour-là, était venu filmer cette cérémonie sans intérêt, qu'il n'était jamais venu filmer, mais ils étaient venus filmer pour lui poser la question « Monsieur Sarkozy, un mot sur l'affaire Strauss-Kahn. » Bien évidemment, il ne dit rien. Sauf que comme j'étais au bout, et que les micros ne pouvaient être qu'à côté de moi, France 2, qui a filmé toute la cérémonie qui a duré une heure, a diffusé que les 4 secondes où j'ai serré la main de Nicolas Sarkozy, où je lui ai donné son papier, où il s'est retourné vers les caméras avec le papier dans les mains, etc. Et donc quand je vous dis, il faut vraiment être croyant, parce que c'est incroyable que France 2 filme ce jour-là, et France 2 diffuse ces 4 secondes particulières. Donc voilà, Nicolas Sarkozy est saisi directement. Je sais qu'il a des conseillers autour de lui qui sont épouvantables et qui ne nous aident pas, mais moi je crois qu'on y arrivera. Je crois que la vérité est un brise-glace. Je crois que la vérité, on arrive à franchir des murs. Je sais que je fais des conférences dans le monde entier qui réunissent des centaines de personnes. Quand je fais des conférences en France aussi, on réunit des centaines de personnes quand on arrive à prévenir les gens à temps. Je fais des images, des présentations où je montre les images. Et pour conclure, je vous dirais, oui, il y a une omerta incroyable en France. Il y a une classe médiatico-politique qui se protège, surtout sur cette affaire-là. Cette affaire-là, alors, elle a beaucoup de désavantages. Elle a le désavantage qu'elle nourrit l'antisémitisme, donc pour certains, c'est bon. Beaucoup de journalistes juifs ne veulent pas s'engager dans cette histoire-là pour ne pas être accusés de faire du communautarisme. Et les rares courageux, comme Robert Ménard, ou Elisabeth Lévy, ou Jean-Claude Bourré, qui me soutiennent dans cette affaire-là, je ne vais pas tous les citer, mais sont bien seuls et quelquefois reçoivent des fortes pressions pour avoir à me soutenir. Voilà, merci à tous.